Et ben voilà, on est en direct. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Vous pouvez me répondre. Il y a un petit chat sur la droite, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Camilla. Ouais, ça a l'air de super bien fonctionner. Voilà, bon, bah, comme classique, on va attendre que tout le monde se connecte petit à petit. Mais en tout cas, on est ravis de vous avoir aujourd'hui avec Claire et avec Philippe pour la restitution de l'étude sur les grands enjeux RH en 2025 que nous avions lancé au mois de juin ensemble. Il y a beaucoup de participants et de participantes aujourd'hui qui ont répondu à cette enquête qu'on a réalisée. Donc déjà, merci d'avoir joué le jeu de A à Z et j'espère que vous serez intéressés par les réponses que vous allez voir aujourd'hui. L'idée, c'est pas que d'avoir une restitution aujourd'hui, parce qu'une restitution un peu boring, bon, on vous enverra tous les chiffres après si vous voulez creuser, mais c'est surtout que notamment Philippe et Claire, sur leurs expertises respectives, vous donnent toutes les clés pour anticiper finalement ces grands enjeux 2025 et surfer sur l'année prochaine et que ce soit facile. Totalement. C'est le bon moment en plus pour se préparer justement aux différents enjeux de 2025. On a le dernier quarter en cours, donc on essayera de donner plein d'exemples concrets. Et bonjour à tous ceux qui nous font un petit bonjour dans le chat. On est ravis que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Je vous laisse vous présenter peut-être rapidement, Claire et Philippe, en attendant là, les quelques minutes qui viennent et que tout le monde puisse se connecter. Ouais, parfait. Je vais prendre la suite. Merci Geoffrey pour ton invitation aujourd'hui. Donc moi, je suis Claire Chanin, je suis Head of Community de la communauté RH Un Vent Nouveau. Mon rôle aujourd'hui, ça sera peut-être principalement de faire remonter un petit peu la voix des RH et les échanges qu'on peut avoir sur la communauté par rapport aux différents sujets qui vont être remontés aujourd'hui. Il y a beaucoup de partage d'expériences en général sur cette communauté, donc j'essaierai de vous en partager quelques-uns. Je crois que j'ai vu quelques petits noms que je connaissais. Donc bonjour à ceux et celles que je connais. Bonjour aussi à ceux que je connais pas, mais voilà. Un petit coucou particulier pour ceux avec qui j'échange déjà. Merci Claire. Et moi, je m'appelle Philippe Janet, je suis coach de dirigeants et d'organisation. J'ai cofondé Yaniro, qui est un cabinet de coaching plutôt dédié aux startups. On travaille aussi avec des grands groupes, mais c'est plutôt les startups qui sont le cœur de sujet pour nous. Et on était très heureux de participer à cette étude, de voir s'il y avait des choses entre les PME et les startups. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a un peu qui soient différentes. Et mon éclairage, ça sera celui-là. Et puis, évidemment, on est là pour répondre à vos questions. Et c'est super bien de voir plein de gens déjà qui sont connectés pour voir ce qu'on a pu nous découvrir en avant-première à travers l'étude. Et merci à vous d'avoir répondu déjà à l'étude et d'avoir répondu présent ce matin. C'est vrai que quand on s'est réunis tous les trois pour faire cette étude, on a un scope assez différent puisque moi je suis le fondateur de Wobi, qui est une solution digitale pour le coup dédiée à l'expérience salariée de manière générale, au parcours RH, à la communication interne. Donc on a nous cette vision digitalisation des RH, toi Claire sur des aspects formation et plus largement d'animation d'une super communauté RH, toi Philippe sur l'aspect coaching, manager, dirigeant, donc, comment aussi on fait communiquer ces différents éléments. Et donc quand on s'est assis tous les trois autour d'une table, on s'est dit ok, les grands enjeux RH très bien, mais avec cette particularité de laisser le choix aux répondants de se définir finalement, est-ce qu'on est une start-up ou scale-up et est-ce qu'on est une PME ETI. Donc avec cette envie qu'on avait de comparer les startups scale-up vs PME ETI, est-ce qu'il y a vraiment des différences au niveau de la gestion des ressources humaines, des enjeux? On va le voir. Et ce qui est apparu, c'est qu'on a vu une différence entre finalement les directions des ressources humaines, les DRH et les RRH aussi dans les entreprises. Donc cette distinction. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui au menu du jour, c'est d'aller rapidement voir les grands enjeux RH 2025, d'aborder certains résultats les plus marquants de l'enquête par différentes thématiques,
Pour rappel, il y avait 4 thématiques, les solutions RH, l'implication des managers, le recrutement et la fidélisation. Et surtout, ce qui va être important aujourd'hui, c'est qu'on essaye de vous livrer des clés de solutions actionnables pour 2025 afin d'anticiper déjà d'ici ce fin de trimestre qui est agité pour tout le monde et de lancer l'année. Pour rentrer dans le vif du sujet, les futurs grands enjeux de 2025 RH sont les mêmes pour les startups scale-up que pour les PME et les ETI. Les enjeux identifiés sont exactement les mêmes et par ordre, du coup, l'accompagnement des managers, ça Philippe nous en parlera plus longuement, a été placé comme le premier enjeu, la plus grande difficulté aussi pour l'année 2025 sur les sujets RH, c'est comment j'accompagne les managers à participer à la politique RH. On va le voir sur les phases de recrutement, d'onboarding, de montée en compétences des collaborateurs, etc. Et on en avait parlé lors d'un événement qu'on a réalisé avec Claire et Philippe, comment on fait aussi pour parfois réconcilier les fonctions management et RH. Le recrutement était qualifié comme premier enjeu en 2024. On voit qu'il perd une place en 2025, que ce soit pour les PME et les ETI, les startups scale-up aussi. Étonnant, je ne sais pas, on a quand même ces signes sur le marché depuis un moment. On en parlera plus tard aussi. Et le troisième enjeu, c'est la digitalisation des processus RH. Alors, on pourrait se dire que dans les startups scale-up, tout ça est déjà fait, parce qu'on est dans des entreprises très novatrices, technologiques. Pas forcément. Et finalement, c'est le troisième enjeu principal, au même titre que celui des entreprises peut-être considérées comme plus traditionnelles. Et je réponds juste à la question de Louise. Est-ce que les slides seront dispo à l'issue de la table ronde? Oui, ces slides seront dispo, mais en plus de ça, vous verrez qu'à la fin, vous aurez un QR code à scanner pour avoir les résultats complets de l'étude parce que il y a plus d'une 60aine de pages avec des chiffres, etc. On vous les donnera à la fin de l'étude, et on vous en a fait une petite restriction aujourd'hui. Comme vous le voyez, du coup, on répond directement à vos questions si vous en avez. Donc, au fur et à mesure de la présentation, s'il y a des chiffres qui vous font réagir, des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans le chat. On est là tous les trois en présentation et l'objectif, c'est que ce soit un maximum interactif pour vous. Donc, on compte sur vous pour réagir et nous poser plein de questions au fur et à mesure. Tu as raison de le préciser, Claire. On voit bien le chat et l'idée, même si on n'est pas ensemble autour d'une table ou dans un événement, c'est qu'on puisse avoir une conversation tous ensemble. Avant de rentrer par thématique, du coup, on va faire une comparaison globale Startup Scale-up vs PME ETI. Et je vais laisser la parole, du coup, à Philippe pour commenter ces premiers grands chiffres marquants sur la comparaison entre ces deux grandes typologies d'entreprises. Alors, ce qu'on voit, on a cherché les différences. Sincèrement, il n'y avait pas des choses tellement importantes. On voit bien que les startups commencent à devenir des PME ou des ETI. Et puis, on voit bien qu'il y a une influence sur les PME et les ETI de tout ce qui a pu se passer dans ce mouvement des startups et des scale-up. Mais puis, il y en a de moins en moins des scale-up, malheureusement. Ce qu'on voit, c'est que sur les outils de formation, les startups sont à la ramasse. Elles ont plus de mal que les PME. Il y a une moins grande tradition, il y a une moins grande connaissance. Nous, on les voit dans les rapports qu'on a avec elles. Elles sont un peu perdues sur les OPCO, comment ça fonctionne, etc. Donc, on sent que c'est en train de monter en compétences. Il y a des offres qui ne cessent de se développer. Mais aujourd'hui, il y a quand même un écart important entre les deux, puisque c'est quasiment du simple au double entre les PME et les startups. La deuxième partie sur laquelle on a vu une grosse différence, c'est sur le style managérial. Autant dans les PME, on a l'impression qu'il y a un standard qui se fait au fur et à mesure sur la manière de manager les salariés. Autant, du côté des startups, on ne sait pas très bien si c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de le faire, si c'est parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont des recrutements récents. Alors, ils parlent beaucoup de la culture, mais on voit bien que sur la culture managériale, ils ont un peu de mal. Ils mettent en avant une certaine fierté à être agile et diversifié. On a un petit doute là-dessus, mais on pourra en reparler à la fin de tout ça. Là où il y a la plus grosse différence, c'est la préoccupation sur la performance du côté des startups, 40%, alors qu'on est à 14% sur les PME ETI. L'explication qu'on en a, c'est que le marché est quand même très très dur pour les startups. C'est que elles ont de plus en plus de mal à lever l'argent dont elles avaient besoin pour continuer à se développer.
Et évidemment, il y a un énorme mouvement vers la rentabilité du côté des startups, donc vers la performance. C'est sans doute ça qui explique ce chiffre, ce gros écart entre startups et PME. Bon, effectivement, elles sont en train de découvrir la réalité du business. Et c'est un peu la revanche de tous les gens qui sont partis en bootstrap, les gens qui se sont débrouillés sur fonds propres et qui ne sont pas allés chercher des masses d'argent dans les fonds d'investissement. Mais c'est une course folle sur la performance, on les voit. C'est parfois un peu raide d'ailleurs. Mais bon. C'est vrai que cette différence sur le suivi des objectifs, elle est quand même assez hallucinante et la plus marquante. Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire dans le chat si ces chiffres vous étonnent ou pas. Et voilà. Et on voit des vraies différences du coup entre les startups scale-up et les PME et les ETI sur l'atteinte des objectifs et le suivi des objectifs. Est-ce qu'il y a une vraie différence du coup claire au sein du coup de chaque entité entre les fonctions DRH, Head of People ou autres et RRH? Alors, tu vas le présenter et oui, il y a des différences. Il y a des différences qui sont logiques par rapport à ça parce que c'est pas les mêmes postes. Donc, forcément, les DRH ou les Head of People, ils ont une vision qui est quand même plus large, plus globale, plus stratégique de la fonction RH. Mais du coup, c'est hyper intéressant de voir un petit peu cette différence ici. Très clairement, l'accompagnement des managers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des pourcentages qui sont hauts dans tous les cas. Donc, vraiment, on sent que cette année, c'était vraiment le focus, l'accompagnement des managers qui fait partie des enjeux principaux. C'est plus un enjeu pour les RRH. Les DRH devraient quand même s'y poser un petit peu plus, mais c'est un enjeu pour les RRH parce que c'est du terrain. Donc, c'est surtout sur eux que peut-être le manque de courage dont on pourra parler managérial par la suite va avoir de l'impact par rapport aux DRH qui sont en général un tout petit peu moins impactés par ça. Je sais pas si vous pouvez me dire, vous me partagez vos avis dans les commentaires. Je pense que vous pensez la même chose sur cette partie-là. L'automatisation des tâches administratives, c'est partagé. Je pense qu'on a beaucoup d'enjeux aujourd'hui avec l'IA. On a beaucoup d'enjeux de gain de temps. Et ça va avec la notion d'objectif dont on parlait juste avant, notamment sur la partie des startups et scale-up. Ça, pour le coup, les pourcentages sont relativement proches et on sent que c'est vraiment un enjeu global de structuration de la fonction RH. Les mises en conformité, c'est un enjeu qui monte et je pense qu'il sera un petit peu toujours présent. Mais on sent que forcément, ça va plus être les RRH qui vont porter ces mises en conformité des processus. Et par contre, l'intégration de l'IA, dont on parlait un peu avant, mais l'intégration de l'IA dans les processus RH, là, c'est vraiment les DRH en fait, qui vont porter au sein des entreprises. On sent que en fait, c'est très très loin des préoccupations que peuvent avoir des RRH parce que à côté, ils ont beaucoup de choses à gérer. Et en effet, je pense que quand on est dans ces postes-là, on est plutôt focalisé sur le day-to-day, arriver à mettre en place des process, arriver à avoir des choses assez qualitatives. Et puis, du coup, on espère que ce genre de changement viendra un petit peu plus du haut et de la stratégie RH de l'entreprise. Mais par contre, c'est ce que tu avais mis en dessous, c'est assez important de se rendre compte de ces différences. Et quand on est dans une entreprise où il y a et des DRH et des RRH, de faire attention à bien uniformiser les pratiques, mais on en reparlera un petit peu après. Et Marie-Elisabeth disait qu'elle trouvait assez bas les chiffres sur la mise en conformité des processus RH. Je les trouve très bas aussi, mais peut-être que ça fait justement pas partie des enjeux de cette année parce qu'il y a d'autres enjeux plus importants. Ce qui est bas aussi, moi je trouve honnêtement, c'est l'intégration de l'IA dans les processus RH. Pour les RH, 1%, c'est quand même extrêmement faible sur presque 200 répondants, c'est-à-dire 2 personnes qui nous ont dit que c'était un sujet. Ça, selon toi, Claire, est-ce que toi qui es au contact de beaucoup de RH, est-ce que ça reflète vraiment la réalité ou c'est lié à notre étude? Et deuxième question, est-ce que les RRH auraient peut-être plus intérêt à regarder comment l'IA, sans en faire une grosse machine tout de suite, pourrait les aider justement dans les tâches quotidiennes et ça fera le lien avec ce dont on va parler aussi sur les grandes problématiques. C'est un peu complexe. En effet, on sent que tout le monde s'est un peu posé sur cette question de l'IA. Ça fait clairement partie des enjeux de cette fin d'année, de l'année prochaine. Je pense qu'en fait,
ça passe derrière parce que c'est pas une priorité. Pour quelqu'un qui est RRH, en fait, il a d'autres enjeux. On a quand même, il y a beaucoup de RRH qui se sont aussi pris des réductions de personnel ces dernières années. Enfin, il y a eu beaucoup d'enjeux un petit peu différents et donc ont des enjeux quand même de culture d'entreprise, d'intégration, enfin de plein de choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est juste que ça n'a pas été assimilé comme un enjeu principal aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas et ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Je pense que ça veut vraiment juste dire que pour eux, ils partent je pense qu'ils veulent juste dire que c'est pas à eux de le porter. C'est quand tu gères tout ça déjà au quotidien, porter en plus l'intégration de processus RH, donc d'IA. Donc ça veut dire te renseigner sur l'IA, créer des prompts, savoir comment tu crées des prompts, à faire tout ça plus dans ton quotidien, ça va faire peut-être un petit peu beaucoup. Et donc, pour moi, ça serait plutôt dans les prochaines années. Et tu vois, c'est un sujet qui porte à discussion en tout cas, puisque Laurence nous dit que elle est assez surprise du chiffre, puisque autour d'elle, elle entend beaucoup parler d'intégration d'IA et de RRH qui se forment sur ce sujet. Et Marie-Elisabeth, en même temps, nous dit que oui, mais en même temps, on attend des solutions qui soient dédiées, qui soient peut-être plus robustes que ce qu'on a aujourd'hui, où on peut avoir peur que ce soit encore trop en bêta-test et pas assez abouti et sûr de nous. Je vous propose de passer à la comparaison par thématique parce que le temps va toujours trop vite et ce qui va nous intéresser, c'est les clés concrètes. Si on s'intéresse d'abord aux solutions, et justement l'IA nous fait peut-être une bonne transition, si on fait une transition du coup sur les solutions RH, 48% des PME et des ETI et 38% des startups scale-up nous ont dit que l'un des grands enjeux, l'un des grands besoins, c'est l'automatisation des tâches administratives parce que trop de temps passé aux tâches à faible valeur ajoutée. C'est là où la digitalisation des process RH vient jouer un rôle important dans la réponse à cette problématique. C'est là où demain, j'espère en tout cas, l'IA pourra soulager le travail des RRH et des DRH sur toutes ces tâches qui finalement défocusent de ce qui est le plus important dans le métier de ressources humaines, c'est-à-dire l'humain. Et sur les solutions RH aussi, c'est en lien avec les grandes thématiques de 2025, comment impliquer au mieux les managers sur les sujets RH, comment on peut mettre en place, ce dont Philippe parlait aussi, des outils dédiés au suivi des managers, au suivi des objectifs, au respect des process qui sont imaginés, etc. Ce qu'on voit là, donc c'est un extrait des résultats que vous pourrez scanner à la fin de l'étude. À la question, si vous aviez une baguette magique pour améliorer votre quotidien, que feriez-vous? On voit que automatiser les tâches administratives, c'est vraiment, les tâches administratives sont pas une partie de plaisir c'est pas surprenant. Ça va, c'est assez loin. Donc c'est pour un tiers, voire près de la moitié des personnes répondant. Et puis ensuite, à la marge, du coup, l'implication des managers au quotidien, disposer de plus de data, mettre en conformité les processus RH, on en parlait tout à l'heure, et améliorer la communication interne. On voit aussi les écarts là, pour le coup, entre les RRH et les DRH. Sur l'implication des managers, qui est le grand sujet 2025, est-ce que c'est le grand sujet de 2025, Philippe, ou est-ce que c'est déjà le grand sujet 2024 ? C'est un grand sujet parce que effectivement, moi, l'implication des managers, j'appelle ça souvent le courage managérial. C'est-à-dire que les managers, ils ont tellement souvent tendance à renvoyer sur les problèmes vers les gens en charge des RH. Je dis les gens en charge des RH parce que autant dans les PME, ETI, c'est très bien déterminé. Bon, dans les startups, c'est quand même assez étrange parfois. Ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un qui est là 1 ou 2 journées par semaine. Mais ce qui est clair, c'est que les managers ont tellement souvent tendance à se défausser sur d'autres gens, de ce qui relève de leur responsabilité, qu'effectivement, je comprends que l'implication des managers soit un énorme sujet pour les RH. Aujourd'hui, les managers, ils savent pas expliquer, ils savent pas faire des feedbacks, ils savent pas embarquer les gens. Ils ont un mal de chien, même quand il s'agit juste d'expliquer à quelqu'un que ça fonctionne pas, qu'il faudrait changer d'attitude parce que sinon il va se passer des choses. Et puis bon, ça, même en étant coach, ça nous arrive parfois de nous retrouver invités à préparer l'entretien de départ de quelqu'un. Donc c'est un vrai gros sujet.
Bon, je suis navré de voir que ça progresse pas tant que ça, que ça ne baisse pas tant que ça. Le jour où ça baissera, c'est que les managers s'y seront mis, en fait. Est-ce que Philippe, tu penses que c'est lié au fait que dans cette typologie d'entreprise, en général, c'est des jeunes managers Bien sûr. qui soit sont arrivés au début et comme il y a quand même tout un enjeu de faire monter, évoluer des personnalités qui sont arrivées au début d'aventure, on les promeut managers ou enfin est-ce que ça vient de là ou est-ce que pour toi même donc tu constates aussi que tu as des entre guillemets anciens managers et qui ont toujours ce problème-là? C'est vrai pour tout le monde, en fait. C'est vrai pour tout le monde. Alors, ils sont hyper impliqués quand il s'agit de recruter des gens, parce que c'est des gens qui vont arriver dans leur équipe. Donc là, ils sont dedans. Et parfois, ils vont même perturber, par leur inexpérience, le recrutement. Ils vont être nécessairement impliqués sur l'onboarding. Mais après, effectivement, il y a l'excuse du néo-manager. Donc le néo-manager, il ne sait pas. Donc bon, effectivement, il faut le former, il faut lui expliquer, etc. Mais y compris dans des entreprises beaucoup plus grandes avec lesquelles on peut travailler, il y a une inaptitude à gérer ses équipes, à fixer les objectifs, à les suivre, à créer des moments de feedback. C'est assez étonnant. Pour parler un petit peu de ce qu'on peut faire, ça nous arrive de plus en plus souvent d'avoir des missions dans lesquelles on est là pour aider les managers à remplir les tableaux d'entretien annuel, par exemple. Parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Ils ne comprennent même pas que les salariés en face attendent ça avec impatience. Ou alors, ils n'arrivent pas à déterminer quels sont les critères de performance ou de qualité de leurs équipes. Ce qui est quand même un sujet en soi. Donc, l'implication des managers, moi, je sais que dans l'étude, on a eu l'impression qu'ils étaient impliqués, mais en même temps, et ils sont impliqués sur les trucs faciles. Mais ils ne le font pas sur beaucoup d'autres choses et ils sous-traitent assez volontiers à la fonction RH, ce qui est quand même très dur pour les RH. Tu l'as bien dit si on passe à l'étape suivante, quand on a demandé du coup aux participants et aux participantes de nous dire les sujets sur lesquels les managers étaient impliqués dans les domaines RH. Voici les réponses que je te laisse commenter. C'est là où c'est facile. C'est là où ils se sentent concernés. Ils se disent, bon, ça me concerne. Quand on est manager, se retrouver avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi dans son équipe, c'est heureusement assez rare. C'est un mauvais moment quand ça arrive. S'occuper de l'onboarding, mais oui, évidemment, ils sont là. En tout cas, ils font le déj le premier jour et ils font la présentation rapide de l'équipe. Heureusement, il y a de plus en plus de travaux sur les onboarding. Et, là, pour le coup, Geoffrey pourra en parler beaucoup plus que moi, mais ça, c'est la partie facile. Donc, ils sont présents là-dessus. Ils sont impliqués. C'est sur le reste qu'on ne les voit pas tant que ça. C'est la slide suivante qui nous montre ce sur quoi il faut optimiser. Le style managérial trop hétéroclite, c'est une évidence. Et même si dans les startups, c'est un peu moins, ils sont quand même conscients de ça. Ils voient bien que ça crée des difficultés. Ils voient bien que les salariés vont faire des comparaisons d'un type de management à un autre et qu'il faudrait travailler sur une unité de la manière de manager les équipes. Ça, c'est le premier point. Sur la culture d'entreprise mal diffusée, c'est vrai que les startups ont une espèce de triptyque vision, mission, culture qu'ils ont tous mis en place. Alors, ils disent, ouais, mais c'est bien diffusé. C'est bien diffusé parce que c'est présent sur le site de la startup, parce qu'il y a un panneau à l'entrée, etc. Le problème, c'est que quand ils passent de 10 à 50, ils oublient que peut-être qu'il faut revenir là-dessus, réexpliquer, retravailler la culture. Mais en tout cas, bon, ils sont convaincus que c'est bien diffusé, tant mieux. C'est moins vrai pour les PME. Mais elles n'ont pas toujours fait ce travail sur la culture de la boîte, ou quand elles le font souvent, c'est absolument descendant, c'est le patron et deux managers qui ont mis ça en place une soirée d'été, et puis basta, on ne va pas beaucoup plus loin, on ne prend pas nécessairement en compte ce qui se passe au sein des équipes. Sur le suivi des objectifs, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, moi je suis absolument convaincu que les startups allant vers une rentabilité de plus en plus évidente, ils sont obligés d'arriver à fixer des objectifs, à être sur la performance. Et puis, le manque de communication, je trouve ça toujours fou que dans les startups, il y a un manque de communication. C'est quand même absolument dingue. Il y a quand même souvent moins de gens dans une startup et ils n'arrivent pas à communiquer. Alors, je ne sais pas pourquoi. On a quelques idées, mais je n'ai pas envie de partir comme ça. Il faudrait qu'on retravaille avec eux pour comprendre exactement ce qu'ils entendent par manque de communication.
Mais c'est dingue, dans des boîtes qui sont a priori nouvelle génération, moderne, où la communication n'est pas un problème, qu'il y ait quasiment 20% d'inquiétude ou de besoin d'améliorer la communication interne. Alors que, vivant dans les PME, bon, c'est 11%, c'est quand même pas beaucoup, c'est 20 sur les 200 répondants. Donc, il n'y a pas d'alerte là-dessus. Il y a Marie-Elisabeth qui dit justement que pour certaines sociétés, il faudrait en fait potentiellement reprendre la base de la définition de qu'est-ce que c'est que leur culture. Ouais. Parce que c'est souvent défini un petit peu, en amont et de façon individuelle. Et je pense que c'est un vrai enjeu et qui doit être porté par le manager pour le coup. Alors, moi, je pense que c'est les managers, mais tu peux aller jusqu'à interroger tous les gens de l'équipe, des équipes, etc. Parce que c'est un des rares moments où on peut demander à tous les gens de l'entreprise qui défendent, et ça éviterait des trucs genre l'ambition, la bienveillance et je sais pas quoi, qui sont souvent des mots qui veulent pas dire grand-chose. Et surtout, quand on travaille sur la culture, c'est bien d'illustrer ce que sont les comportements liés à cette culture. Et pas se contenter de mots. J'ajouterais juste sur la culture aussi, puisque nous, on bosse avec pas mal de boîtes qu'on connaît, où ils sont 20, 30, 40, 50, et puis grossissent énormément, comme tu le disais, Philippe, pour près de 100, 150. La culture, elle est vivante aussi, la culture de l'entreprise. Une culture en 2024, c'est pas la même forcément qu'en 2025. Une culture à 20 salariés, une communication à 20 salariés n'est pas la même qu'une communication et une culture à 70 salariés. Donc, elle évolue et il y a une nécessité de la travailler de manière régulière. Moi, j'encourage une révision annuelle de la culture. Voilà. Pour une raison toute bête, quand tu dis, quand on passe de 20 à 70, ça veut dire que tu en as 20 qui ont choisi les éléments de la culture de la boîte et les 50 suivants, ils n'ont pas choisi. C'est quand même bizarre d'avoir une majorité de gens qui héritent de quelque chose qui n'est pas leur choix. Et pour toi, les DRH et les directions, au sens direction des ressources humaines, sont garants de cette culture aussi, à travailler avec les fondateurs et les directions générales? Ce serait bien, oui, ce serait bien. Mais dans la réalité, généralement, c'est un truc qui est pris entre les fondateurs, qui est pris en COMEX, et basta. Alors, on fait parfois appel à une boîte externe qui va amener des mots. On n'a même pas pris le temps de vérifier que ça correspondait réellement à ce qui se passait dans la boîte. Moi, je m'amusais quand je travaillais dans les grandes entreprises anglo-saxonnes. Il y avait toujours un grand panneau à l'entrée avec honnêteté, machin, etc. Et je m'amusais à imaginer que c'était ce qu'il voudrait être, mais ce qu'il n'était pas. Et quand tu fais ça, parfois, ça peut être assez drôle quand tu vois la culture des boîtes décidées par les hiérarchies. Ça rejoint un message que m'a dit Louise, et je trouve que c'est complètement ça, c'est de bien différencier entre mission, vision et objectif. Et je pense que aussi ça appartient à différentes typologies. La vision, elle doit être portée potentiellement par le CEO et un petit peu par le top management, mais c'est pas la même chose que gérer les objectifs, gérer la mission. C'est encore un peu différent tout ça. C'est exactement ça. Mais je suis d'accord avec lui. Moi, l'exemple que je prends régulièrement, c'est on va à Valparaiso, ça c'est la vision. La mission, c'est comment on y va. On y va en bateau, donc on va être obligé de tirer des bords. Et les objectifs, ils sont individuels parce que le type qui s'occupe des voiles, c'est pas le même que celui qui s'occupe du gouvernail ou que celui qui s'occupe de la cantine. Ils ont chacun des objectifs. Et heureusement que chacun a les siens, parce que si c'est le type qui s'occupe des voiles, qui fait la bouffe en même temps, ça va pas être terrible. Ils comprennent relativement bien ça. Enfin, vous l'aurez compris, j'aime bien les images, moi. J'aime bien raconter des histoires. Et j'adore ça, moi, toutes ces histoires de culture, vision, mission. Je pense que c'est absolument nécessaire. C'est ce qui crée du cadre dans les entreprises. Et c'est ce qui permet aux gens de mettre du sens. Une tarte à la crème encore. Mais de mettre un peu de sens dans ce qu'ils font. Et en tout cas, qu'ils aient un peu des éléments pour expliquer un certain nombre de choses et avoir des éléments de référence quand les choses se passent mal. C'est à ça que ça sert, la culture. C'est d'être capable de dire la culture, les valeurs. C'est ce qui permet à un salarié lambda de dire maintenant, ça se passe pas comme on avait dit que ça devrait se passer. Qu'est-ce que je peux faire? C'est hyper important de créer ça. C'est clair. Est-ce que tu veux, du coup, nous passer sur les outils de manager? Je vais accélérer parce que ce qui est évident, moi je trouve que du côté des PME, TI, il y a beaucoup de choses qui se font très bien. Les outils de suivi collaborateur, ils sont déjà en place, ils sont déjà utilisés. Tout à l'heure, je disais que dans les startups, ils avaient beaucoup de mal encore, malgré la prolifération des outils, des machin, pour savoir si tout le monde va bien, des entretiens annuels qui se font tous les mois, etc., etc. Ils ont beaucoup de mal à les remplir parce qu'ils ont beaucoup de mal à créer des référentiels sur tout ça. Donc, c'est un vrai sujet. Les outils de récolte de feedback, c'est hyper important, mais déjà apprendre à faire des feedbacks, ça serait bien.
Et je pense que tous les RH, DRH, HR, officer, etc. sera assez d'accord avec moi là-dessus. Les outils de suivi des objectifs, c'est clair que dans les startups, ça ne cesse de croître et ça prend parfois des proportions un peu bizarres parce qu'on commence à gérer les gens avec des objectifs mensuels et ça peut être dangereux, avec le risque que ça se retourne contre les managers et contre les salariés. Les outils de reconnaissance, c'est vrai que c'est en train de monter, mais c'est quand même loin encore. Gestion de planning horaire, sincèrement, peut-être qu'avec je sais même pas pourquoi on parle encore de ça. Et les outils d'intégration d'onboarding, pareil, il y en a des très très bien. Geoffrey, pareil que t'en connais un, toi. Mais j'en ai quelques-uns. C'est un véritable outil important pour tout le monde. Exactement. Sur les outils, donc on pourra vous donner plus de détails aussi. Il y a une stat qui est assez intéressante. Philippe, j'ai envie de te laisser la commenter. Est-ce que c'est suffisant que les managers passent entre 2 heures et 3 heures par semaine sur les sujets RH? J'aurais bien aimé avoir un manager et qui m'explique ce que c'était pour lui un sujet RH pour voir s'il passait effectivement 2 à 3 heures. Alors, si c'est une réunion d'animation d'équipe, est-ce que c'est un sujet RH? J'en suis pas convaincu. C'est un sujet de management. Je suis très surpris. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez? Moi, je vous laisse répondre dans l'ensemble. On vous a mis le petit sondage dans la partie sondage. N'hésitez pas à aller regarder et mettre votre avis. Et moi, j'ai ajouté le bien trop optimiste parce que je crois qu'on n'est pas à 2 à 3 heures par semaine. Mais si vous avez des avis là-dessus, sincèrement, ça va nous éclairer. C'est toujours intéressant. On fait encore appel à vous sur les sondages. Mais c'est bien de vous donner la parole, je pense. Et puis, c'est passionnant de voir ce que vous nous expliquez à côté. C'est chouette. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça en présentiel. Mais c'était compliqué à organiser. Il y a Armel qui nous précise, parce qu'on parlait du coup du courage managérial tout à l'heure, le temps que tout le monde vote, qu'elle pense que c'est plus facile de l'inculquer en fait dans la culture en général, plutôt que de le prendre comme problème un peu indépendant. Et elle précise que sans direction courageuse, ça lui paraît impossible de demander au manager de l'être. Et je pense qu'en effet, tout part aussi de la direction là-dessus. Je suis 100% d'accord et ça m'amuse de temps en temps de voir des managers qui nous demandent, des patrons de boîtes qui nous demandent de former leur manager au courage et qui n'osent pas leur en parler. Pour l'instant, les résultats du sondage sont extrêmement étonnants. Parce que vous êtes 60% à dire que c'est pas assez, 30% à dire que ces réponses sont bien trop optimistes. Donc, elles rejoignent le c'est pas assez et moins de 10% à dire que c'est suffisant. Donc, voilà, ça confirme évidemment ce qu'on imaginait. Et voilà, je sais pas si Philippe, toi, dans les cadres d'entreprises qui gèrent bien ces sujets-là, tu as vu des bonnes pratiques où peut-être qu'on l'aborde plus tard, mais combien de temps devrait passer un manager sur les sujets RH par semaine pour bien gérer une équipe type? Est-ce qu'il y a des templates, des choses bien à réaliser ou chaque entreprise a son système différent? Non, ce qu'on voit, c'est que les entreprises font souvent le meilleur qu'elles puissent faire. Mais un manager, il devrait passer quasiment 100% de son temps à s'occuper de ses équipes. C'est à ça que ça sert. Un manager, ça manage. Et manager, ça veut dire s'occuper de ses équipes, les faire travailler, faire en sorte qu'elles soient le mieux possible pour fournir la meilleure qualité de travail possible. Mais le problème, c'est que comme ils ne sont pas formés sur tout ça, ni au management, ni à savoir ce qui se passe dans une équipe, ni aux pratiques RH, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, c'est un peu une découverte. Après, le nombre d'heures à y passer, je sais pas, ça dépend tellement de la taille des équipes, ça dépend tellement du nombre de gens. Mais un manager, ça doit passer beaucoup de temps à s'occuper de ses équipes. Alors, c'est pas faire du micromanagement, évidemment, mais c'est être capable de les accompagner et pas de faire du chef. Et on voit des pratiques qui se passent extrêmement bien, effectivement, avec des managers qui sont mieux la boîte fonctionne, plus les managers sont à la fois proches de leurs collaborateurs tout en étant en distance quand il s'agit de faire des choses. Ils sont là pour les aider, ils ne sont pas là pour les embêter. Et
s'ils peuvent travailler avec la RH et avec les patrons de la boîte, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas d'outil magique, il n'y a pas de version magique. Il y a juste s'intéresser aux gens qui sont dans son équipe et essayer de comprendre. Alors déjà, savoir qu'ils sont tous différents, ça peut être déjà un énorme progrès. Et adapter en fait le discours à la différence qui existe entre les gens qui composent une équipe. Et puis après, fixer des objectifs, accompagner dans l'atteinte des objectifs, vérifier que les objectifs sont bien compris. Voilà. Et ben, ça fait plus de 2 heures par semaine. En tout cas, 62% des répondants au sondage sont d'accord avec toi, c'est pas assez, ça fait plus de 2 ou 3 heures par semaine. Et puis pour clore le sondage, 62% pas assez, 27% bien trop optimiste et 12% considèrent que c'est suffisant. Et encore une fois, ça dépend, comme tu l'as dit Philippe, des organisations. Ça peut peut-être être suffisant dans certains types d'organisations. Et je suis d'accord avec Marie-Elisabeth, évidemment. Le management, c'est pas inné, on l'apprend pas dans les écoles, quelles qu'elles soient. On a de tout, nous, dans nos clients. Ça va du polytechnicien aux gens qui sont dans les grandes écoles de commerce, dans les petites écoles de commerce, etc. Personne n'a jamais appris à ces gens-là à manager. Donc, c'est quand même un sujet. Notamment dans les startups scale-up. Sur le recrutement, du coup, là où pour le coup, les managers sont quand même bien impliqués. Claire? Oui, l'idée, c'était, on va passer assez vite, parce que l'objectif, après, c'est de donner plein de tips sur comment préparer un petit peu ces enjeux. Ce qui était assez intéressant, c'est que les courbes se suivent. Alors après, on a quand même quelques startups qui n'ont vraiment aucun souci pour recruter. Mais ça, je pense que vous constatez tous aujourd'hui. J'ai fait un atelier il n'y a pas très longtemps sur justement la difficulté autour du recrutement. Et c'était avec Anne-Cécile et elle me précisait un truc assez intéressant, une tendance assez intéressante. Alors, ce sera peut-être pas pour 2025, mais c'était une tendance qui était intéressante pour le futur, qui était que jusqu'à présent, là, on a senti que ces 10 dernières années, les candidats, la question principale, c'était pour qui ils vont travailler. Donc, culture d'entreprise hyper forte, bureau très sympa, baby-foot. Vous comprenez un petit peu, pas sur Welcome to the Jungle. Vous avez tous dû refaire ces dernières années. On avait beaucoup cet aspect-là. Et là, on commence à sentir des prémices du pourquoi. Donc, vraiment, quel va être mon rôle dans cette organisation? Comment ça rejoint la notion de recherche de sens. C'est pas juste une recherche de sens pour s'impliquer dans une entreprise qui aurait une politique très RSE ou qui serait une entreprise à mission, mais c'est aussi même tout simplement de la recherche de sens dans ce que je fais au quotidien. Ça a de l'impact, ça a de l'impact pour mon organisation. Alors, si ça a un impact positif pour notre société, c'est encore mieux. Mais du coup, c'était un petit peu une tendance plus large que je voulais vous partager ici. Et je sais pas si vous commencez, vous, à le sentir dans vos processus de recrutement. Les difficultés aujourd'hui liées au recrutement, le manque de candidatures. De toute façon, on a eu énormément de soucis par rapport à ça cette année. Ça fait 2 ans là qu'il y a un peu des carences en termes de candidats, difficulté de sourcing, d'attractivité. Je pense que ça diminue petit à petit. Les problématiques dans la marque employeur, on se rend compte qu'elles sont un peu passées parce que il y a eu beaucoup de zoom là-dessus ces derniers mois, années, et que aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais aujourd'hui, la marque employeur, c'est une notion qui est un peu plus maîtrisée et les équipes de communication ou de communication RH se sont penchées dessus. Donc, voilà ce que je pouvais dire, moi, sur cette partie-là. Il y avait aussi sur le temps moyen passé entre l'intégration d'un candidat, entre la publication d'une offre et l'intégration d'un candidat. Oui. Ce qui est marrant, juste, c'est de voir, encore une fois, les différents startups scale-up, PME, TI, il n'y en a pas. Claire, non. Les startups qui pouvaient avoir un peu dans l'esprit de oui, nous on a un pré-onboarding, on a des objectifs très particuliers. Bon, globalement, on se rend compte que c'est quand même un plus global. On est entre 1 mois et 3 mois. Bon, après, c'est logique aussi, puisque c'est des périodes de fin de contrat aussi légal. Donc, c'est assez logique que ce soit cette période-là. Peut-être le bon conseil dont on viendra après, c'est bien préparer votre pré-onboarding. De pas juste penser à l'onboarding, mais maintenant, il faut quand même vraiment anticiper cette période-là. 1 à 3 mois, ça peut être très long. Ça peut changer de poste, c'est pas évident. Vous le savez, je pense tous très bien. Donc, ayez des actions de pré-onboarding et surtout suivez cette durée. C'est des durées qui sont très importantes de vous mettre des KPI sur la durée tout simplement de votre processus de recrutement, la durée entre le moment où vous faites votre offre et puis le moment où le candidat arrive et devient un collaborateur.
c'est des choses importantes à suivre pour l'année prochaine, si vous ne le faites pas déjà. Sachant que le recrutement reste quand même un des piliers majeurs qu'on a vu sur 2025, peut-être pas l'enjeu principal, mais le deuxième. On va passer aussi rapidement sur la fidélisation, qui était une des thématiques qu'on a abordées lors de l'étude, pour ensuite passer aux clés concrètes. Mais ce qu'on voit en tout cas sur la fidélisation, c'est que tout est important à peu près à la même hauteur, tant l'équilibre vie pro vie perso que la reconnaissance du travail, que évidemment la politique de rémunération cohérente, et où on pourrait se dire, dans les startups, les scale-up, la politique de rémunération, ça vient après, parce que avant tout, on veut vivre une vie, une aventure humaine. Et bon, non, c'est exactement la même chose que dans les PME, les ETI. Intéressant aussi de voir que ce qui se dégage, c'est encore une fois sur l'aspect culture d'entreprise, le fait d'avoir une culture forte, qu'elle soit incarnée dans les process. Et bien, encore une fois, chez les startups scale-up, c'est un outil, un pilier de la fidélisation. De voir aussi que dans les principaux piliers qui sont identifiés par les répondants, les opportunités d'évolution dans l'entreprise sont peut-être un peu en dessous des autres points. Pourtant, quand on compare avec la question quelles sont vos principales difficultés sur la fidélisation des collaborateurs, le premier qui revient, c'est offrir des perspectives d'évolution. Donc selon vous, quel est le principal pilier, finalement, les opportunités d'évolution, pas tant que ça, mais vos principales difficultés, donc peut-être les raisons pour lesquelles les collaborateurs s'en vont, c'est le manque de perspective d'évolution qui est évidemment beaucoup plus marqué chez les startups et les scale-up qui, par définition, et notamment lié à leur historique, ont moins de possibilités d'offrir des carrières aux collaborateurs. Et puis, on veut ensuite établir une communication transparente, efficace, digitaliser les process pour répondre aux attentes des nouvelles générations. C'est un enjeu égal pour les PME et les ETI startups scale-up, mais qui monte en puissance énormément avec ce dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Comment on s'adresse à la Gen Z, comment on arrive à leur offrir des perspectives aussi d'évolution à moyen et long terme pour des personnes qui sont plus habituées à du court terme. Et enfin, établir des relations de proximité avec les collaborateurs, c'est beaucoup moins une difficulté dans les startups scale-up. Philippe t'en parlait un peu tout à l'heure aussi, c'était tout cet aspect où on se dit que la communication est plus facile. On passe à ce qui nous intéresse le plus, maintenant qu'on a fait les constats des enjeux 2025, des problématiques potentiellement 2024. Et encore une fois, dans 10-15 minutes, quand on vous présentera la dernière slide, il y aura un QR code pour télécharger tous les résultats de l'étude, parce qu'on a posé bien d'autres questions. Et c'est les solutions et les actions à mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place du coup déjà en 2024 pour anticiper 2025, pour améliorer l'accompagnement, l'efficacité des processus RH pour les PME, les ETI. Philippe, est-ce que tu veux nous en parler, notamment du premier sujet le plus important? La formation des managers, depuis tout à l'heure, je parle du fait qu'ils ne soient pas formés, qu'ils ne sont pas tant que ça accompagnés. C'est un vrai sujet. C'est compliqué de trouver des formations qui tiennent la route pour les managers, même si aujourd'hui, tout le monde investit quand même beaucoup d'argent là-dedans. C'est compliqué de trouver des programmes qui soient réellement des programmes de formation pour les managers et pas des espèces de pseudo cours particuliers ou des trucs de groupe où ils vont nulle part. La formation des managers, je pense que ça passe aussi par des séminaires, ça passe par des actions où on les fait travailler ensemble. On les amène à se poser des questions sur qui ils sont et pourquoi ils sont là. C'est des questions qu'on leur pose jamais. Ils sont nommés souvent managers parce que ça fait un moment qu'ils sont là, parce qu'ils ont une compétence technique. Et souvent, c'est une catastrophe. Ça, quand on prend un technicien et qu'on le nomme chef, il est un mauvais chef et il perd sa qualité de technicien. Donc, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir, je pense, autour de la formation des managers. L'automatisation des tâches administratives. Il y a de plus en plus de solutions logicielles qui existent. Le problème, c'est de les faire adopter. C'est pas parce que vous installez un outil formidable que tout le monde va l'utiliser. Donc, il y a un travail assez long d'acclimatation du logiciel, de faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser. Et puis, les processus RH,
Vous les connaissez tous les outils, mais c'est la même chose. Faut faire de l'évangélisation. Faut... C'est à chaque fois, c'est un peu comment on embarque les managers dans toute cette partie-là. Et autant dans les startups, il y a une partie déjà qui est assez logique parce qu'ils ont tellement d'outils dans tous les sens, ils sont moins présents ils ont moins ce souci-là que celui des PME et des ETI parce que quelque part il y a une culture de la digitalisation. Là, ça prend du temps et effectivement, on demande plein de trucs aux managers qui sont pas du travail de manager et ce qui devrait être leur travail, on n'arrive pas à leur trouver le temps pour le faire. Ce serait à eux en bonne partie d'adopter ces outils, d'en être le relais à côté des RH. Il y a un lien à trouver entre vos métiers et celui des managers, peut-être en commençant par redéfinir ce qu'est la fonction de manager avec eux. Ça, c'est sûr, il y a un sujet de redéfinition en effet et peut-être d'ajouter dans les objectifs d'un manager l'adoption et des process et des outils dans les petites victoires faciles qu'on peut mettre en place et que nous on propose généralement à nos clients chez Wobby, c'est de mettre en place un programme d'ambassadeur de notre outil pour le coup auprès des managers pour faire connecter, télécharger l'application à X personnes et créer un système vertueux qui permet aussi dans des populations parfois fracturées entre les populations sièges, les populations terrain, et bien de recréer du lien parce que l'idée aussi de la digitalisation des process RH, de l'automatisation des tâches administratives, c'est pas d'enlever l'humain de toute relation. Au contraire, c'est de se décharger des choses qui n'ont pas de valeur pour se concentrer sur des éléments plus importants qui sont créer du lien. Sur les pour ces différenciations qu'on a vues entre les DRH, RRH dans les PME-ETI, Claire, tu nous as évoqué les grandes différences tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous parler des clés qu'on pourrait aborder en 2025 ? Alors, ça va concerner des entreprises un petit peu plus grandes, puisque je pense que, ou en tout cas, sauf quand on est DRH et qu'on ne gère pas d'équipe, ce qui arrive quand même beaucoup aussi, quand même dans les startups et les PME. Je pense que essayer de bien clarifier où doit aller le service RH, là, c'est parfait. On est en fin d'année, vous allez avoir votre budget. Vous allez devoir le définir. Vous allez aussi devoir identifier des grandes thématiques et des grandes stratégies pour l'année prochaine. Moi, j'avoue que je suis un peu tombée en amour des OKR. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est n'hésitez pas à essayer d'en implémenter dans vos équipes. Si vous savez pas ce que c'est, on pourra vous faire suivre des articles à ce sujet. Mais vraiment, en fait, je trouve que d'avoir des objectifs communs au sein d'un service RH qui sont un peu challengeants, qui permettent de suivre quand même tout ce que vous faites au fur et à mesure de l'année, qui est quand même hyper important et qui vous prend du temps. Et souvent, c'est des vraies réussites, les process RH qui sont mis en place. Et je trouve qu'on les célèbre assez peu. Donc, je pense que ça rejoint indirectement tous ces éléments-là, en fait, pour prioriser les différents projets, impliquer les RRH. Je pense que ce sera assez intéressant et important pour la suite. Et pour la suite, du coup, pour les startups scale-up que tu connais très bien, Philippe, quelles seraient les clés à adopter fin 2024, début 2025, sachant que les startups scale-up ont été bien bousculées ces dernières années sur le plan RH, tant sur les recrutements que sur les départs aussi. C'est quoi un peu la grande tendance de fin 2024 ? Comment on prépare au mieux une année 2025 qui s'annonce ? La première des choses, c'est effectivement les outils de suivi des objectifs. Je l'ai déjà dit, elles sont contraintes à la rentabilité. J'ai fait un tout petit moment de promo, mais sur le site de Yaniro, on a des interviews toutes les semaines de DRH. Et cette semaine, ça concerne justement comment la RH peut accompagner la startup dans la course vers la rentabilité. Et donc, on parle aussi des outils de suivi des objectifs, c'est essentiel. Mais le principal outil de suivi des objectifs, c'est les gens qui les fixent. Donc, ça reste encore une fois les managers qui vont fixer les objectifs en bonne intelligence avec leurs équipes. Il y a des méthodes sur ça, je ne vais pas passer 2 heures là-dessus. Développer une culture d'entreprise forte, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui a été très présent au début de l'envol des startups et puis qui s'est délité au fil du temps parce que la culture, elle a souvent été mise en œuvre par les directions au départ, par les petites équipes.
Nous, on l'a vécu dans des boîtes qui ont eu des ascensions incroyables, type PayFit, où évidemment, les 15 premiers, ils avaient une culture forte. Quand vous arrivez à 2000 salariés, c'est un peu plus compliqué de préserver cette culture. Ça explose en vol. Il y a tout un travail à faire, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la révision de tous ces éléments-là. Comment on fait pour continuer à développer la culture en la faisant évoluer avec le nombre de salariés, avec les équipes présentes et pas avec les équipes du temps jadis, qui devient en plus un idéal. Et puis le renforcement de l'offre de formation continue. Il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, il y a des comparatifs. Je pense à une offre comme celle d'Edflex qui permet un peu d'aller choisir les formations dont on peut avoir besoin. Mais derrière, il y a aussi un apprentissage de la part des startups sur comment on fait financer tout ça, c'est quoi les contraintes des OPCO. Il y a un vrai sujet là-dessus de connaissances aussi. Les startups, souvent, elles apprennent à marche forcée. Et dans cet apprentissage, la partie formation continue, c'est un vrai sujet. Et ça fait du boulot quand même, tout ça. Sachant qu'il y a aussi sur la partie recrutement, où on l'a vu, c'est lié aux différentes problématiques de renforcer les stratégies de sourcing, donc avec des ATS, etc., de mettre en place des outils pour les publications d'offres, parce que le principal problématique identifiée était le manque de candidats et des problématiques de sourcing. Et puis après, tu en as parlé, Claire, je passe rapidement là-dessus, mais optimiser le processus de recrutement. Comment on peut l'optimiser? Comme tout dans la vie, on peut optimiser ce qui est mesurable. Donc, peut-être mettre en place plus de clés de mesure sur l'efficacité des processus de recrutement, tant sur leur timing que sur combien de personnes restent dans l'entreprise au bout de la période d'essai, la première année, 1 an, 2 ans, 3 ans après les recrutements. Et du coup, t'en parlais aussi, Claire, comment on ne crée plus de distinction réelle entre le recrutement et la phase de pré-boarding, comment tout ça fait partie de la même lignée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le recrutement? Non, mettez-vous pareil des KPI, quoi. D'avoir des suivis. Et puis, selon vos enjeux de recrutement, définissez-les bien pour la période nécessaire pour pouvoir aussi affecter les bonnes ressources. Soit on a des situations dans certaines entreprises, on veut recruter d'un coup beaucoup de personnes, ou alors très peu de personnes, mais avec des profils très particuliers. Mettez les bonnes ressources pour recruter les bonnes personnes aussi, c'est important. N'hésitez pas à retrouver la WOO méthode, qui est un outil formidable et qui permet d'éviter les erreurs de recrutement. Ça ne fait pas des bons recrutements, mais ça garantit de ne pas faire des mauvais recrutements. On vous enverra le lien en même temps que le replay, parce que je vois pas mal de commentaires dans le chat qui nous demandent si le replay sera disponible. Oui, évidemment, et on approfondira aussi avec pas mal de sujets, notamment le podcast, tout ce qu'on a mentionné. Pour conclure, du coup, sur les dernières clés pour la dernière thématique, c'est celle de la fidélisation. Comment on fait en 2025 pour renforcer l'engagement et la satisfaction des collaborateurs? Il y a des moyens de développer des programmes de reconnaissance. 63% des PME, notamment, nous ont dit manquer d'outils dédiés à la reconnaissance, améliorer la communication interne, on en a parlé, offrir des perspectives d'évolution. Et les perspectives d'évolution, oui, on n'a pas forcément des postes à offrir à tout le monde, mais c'est aussi peut-être permettre aux collaborateurs de se projeter à horizon 1 an et demi, 2 ans, il y a telles options, potentiellement des cross-boarding, des changements de postes au sein des entreprises. J'ai eu des RRH qui devenaient développeurs ou inversement avec potentiellement des formations, donc c'est possible. Surtout, encore une fois, Claire, quelque chose d'essentiel, mesurer son INPS dans le temps, encore une fois, mesurer tout ça par la date. Complètement. Il y a un petit bruit, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si c'est tout bon. Oui, complètement. En fait, la fidélisation aussi et l'engagement de vos collaborateurs, ça se mesure. J'ai beaucoup parlé chiffres aujourd'hui, mais je crois que ça revenait avec quand même la notion, on parle quand même beaucoup de la performance, de l'accompagnement. Il y a des challenges qui sont importants. Quand vous mettez en place des actions de communication, vous allez passer du temps à créer peut-être des talent marketplace. Enfin, ça va vous prendre du temps, ça va coûter de l'argent. Et du coup, n'hésitez pas à mesurer l'impact de tout ça par la suite. Je pense que ça sera bien nécessaire
Et surtout, l'INPS, c'est un outil qui est assez intéressant. Mais quand on fait un one-shot, à part pouvoir le comparer et dire j'ai un super INPS, ça sert à rien. Faites-en facilement 2, 3, 4 potentiellement dans l'année, avec des surveys assez courts. Enfin voilà, c'était un peu mon conseil là-dessus et c'est des super pratiques qui sont partagées dans la communauté et que je vois souvent. Et sans panique, hein. Moi je vois régulièrement des DRH qui nous appellent, ah, l'INPS il est pourri le mois dernier, est-ce que vous pourriez nous faire une mission? Faut attendre. Parfois il se passe un truc tout bête et ça crée de l'émotion, surtout quand vous êtes sur des petits nombres de salariés, ça varie énormément. Donc je suis entièrement d'accord avec Claire, faut faire plusieurs vagues, faut rester calme sur ce qu'on analyse, faut parler avec les gens. Moi je crois que le meilleur outil d'INPS c'est la conversation. Ça c'est sûr. Et il faut agir aussi ensuite parce que moi je vois beaucoup d'entreprises qui mesurent pour le coup INPS, mais où il se passe rien derrière et où les collaborateurs là pour le coup sont pas très satisfaits. Vous pouvez scanner enfin on y arrive ici pour avoir les résultats complets de l'étude, de tout ce qu'on a évoqué. Il nous reste quelques minutes. Et on peut dépasser un peu. Mais est-ce que vous avez des questions et si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les poser soit dans le chat, soit dans la partie questions pour qu'on puisse répondre? Et merci à tous ceux et celles qui ont participé, qui nous ont partagé vos bonnes pratiques, vos ressentis par rapport à cette étude. Ça fait bien, Marie-Elisabeth, tu partages aussi le fait que vous avez une moyenne d'ancienneté de 10 ans dans une PME. Et je pense que ça, par exemple, c'est un indicateur qui est génial parce que alors, c'est plus compliqué dans une start-up parce que la notion d'ancienneté est moins là, mais rien que calculer le turnover peut être quand même un indicateur super important. Et ça a fait remonter plein d'enjeux globaux et qui sont par contre des super challenges, moi, je trouve, pour l'année qui est à venir. Enfin, c'est très positif, c'est très stratégique. Tout ça, on veut mettre aussi justement un peu l'administratif de côté, l'automatiser un petit peu et à voir. Et du coup, est-ce que le format vous a plu aussi? Je pense que ça nous intéresserait beaucoup de savoir avec Geoffrey et Philippe si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez appris des choses. J'ai un peu l'impression que oui, mais n'hésitez pas à nous le dire. Il y a un petit sujet sur le lien du scan, d'après ce que nous dit Florence. Donc, il faudrait vérifier ça. On va vérifier ça et au pire, on vous l'enverra. On vous l'enverra. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça a fonctionné. Donc, dans tous les cas, on vous enverra un mail avec le replay et le document à télécharger directement en PDF. Donc, peut-être Florence, si vous réessayez, je sais pas. Merci. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions au fur et à mesure et qu'il n'y a pas de questions particulières pour la fin du webinaire. C'est l'heure d'aller manger aussi. On est à l'heure, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci Claire, merci Philippe. Merci à toi. Merci aussi. On continue, on vous envoie des infos un peu plus précises sur tous ces éléments-là. Et puis, bien, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à vous. Au revoir.